À l'école, par exemple, des camarades de Charlie qui vont dire « Mais il est où le papa de Charlie ?» Quand on me dit que nos filles vont manquer d'un père, moi je dis qu'on ne peut pas manquer de quelque chose qu'on n'a pas, en fait. Elles ont 2 parents qui sont équilibrés, qui leur apportent amour, sécurité et soins, donc en fait juste l'essentiel. Je m'appelle Marie-Clémence, j'ai 36 ans, je suis mariée avec une femme, Aurore, et maman de 2 petites filles, Charlie et Billy. J'ai grandi dans un milieu plutôt bourgeois, catholique, très traditionnel, ce qu'on appelle les bonnes familles chez moi, avec un papa, une maman, des frères et sœurs, et un peu tout ce qu'on peut imaginer de classique pour ces familles-là, la messe tous les dimanches, une école traditionnelle catholique avec des religieuses, un uniforme, le scoutisme, la robe à smock, le serre-tête, bref, voilà, la totale. Quand j'étais petite, je me posais même pas de questions sur mon orientation sexuelle. En fait, pour moi, par défaut, j'étais forcément hétérosexuelle. Quand je suis au lycée, je rencontre un garçon dont je tombe très amoureuse et on était très amoureux tous les deux. Donc pour moi, tout était en train de se dérouler exactement comme je l'avais prévu, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un plutôt jeune, et puis on avait des projets de mariage, enfin de fiançailles, de mariage, et puis d'avoir des enfants, et il était un peu le gendre idéal. Mais au moment où je suis étudiante, je dois faire un stage, j'ai 20 ans, et je trouve une boîte qui travaille dans la production télé à l'époque. Et je rencontre une femme. Et elle est lesbienne. Et elle le dit très ouvertement, c'est pas un sujet pour elle. Elle a eu plusieurs relations, etc. Donc en fait, tout ce que je sais à cet instant-là, c'est que je suis en train de tomber follement amoureuse d'Aurore. Et je pense que au départ, j'en ai très très peu parlé à mon entourage. On a vécu une histoire cachée pendant 1 an, où même mes meilleurs amis n'étaient pas au courant, parce que j'avais l'impression de vivre quelque chose de tellement intime que ça ne concernait personne. À l'époque, je suis toujours en couple. Et je vis cette relation cachée, j'ai vraiment comme une double vie, une double personnalité. C'est-à-dire qu'il y a la Marie-Clémence hyper rangée, hyper sage, avec une vie publique, qui va dans sa belle famille. Puis de l'autre côté, j'ai une autre vie avec Aurore, où j'ai l'impression d'être 100% moi, et une vie vibrante, dans le sens où tout est dans l'instant T. On se demande pas ce qu'on va faire ensemble l'été prochain, ou quel est notre avenir. En fait, juste on est ensemble là et on profite de chaque seconde ensemble. Et cette situation, elle perdurait parce qu'en fait, moi, j'étais incapable de prendre une décision. Et puis, en fait, à l'époque, avec Aurore, on était très, très amis avec un garçon qui s'appelait Silver, qui lui était gay. Et qui avait des troubles bipolaires, des troubles dépressifs. Et en fait, en janvier 2010, Silver se suicide. Donc ça a été un choc. Et en fait, je me suis dit, waouh, la vie peut s'arrêter demain de manière très brutale. Comment est-ce que tu veux la vivre, cette vie ? Avec qui tu veux la vivre ? Si demain, il m'arrive quelque chose, je veux que le monde entier sache que c'est Aurore que j'aime, et pas ce garçon. Et ça a été un déclencheur. Ce qui fait que quelques jours après le décès de Silver, j'ai appelé mon petit ami et on s'est séparés, plus ou moins d'un commun accord. Hein. Vraiment, je ne crois pas lui avoir brisé le cœur, je pense que je l'ai libéré aussi. Mais ça a été une rupture. Et d'un coup, j'ai l'impression de contrôler énormément de choses de ma vie. Et je crois que c'est ça qui m'a donné du pouvoir à ce moment-là. Quelques mois après, j'ai décidé de le dire à mes parents. J'ai dit d'abord à mon père, j'avais peur en fait, et je lui ai dit, tu sais, cette fille Aurore dont je vous parle beaucoup, parce qu'évidemment j'en parlais sans vouloir en permanence, je pense, c'est pas juste une collègue, c'est pas juste une amie, c'est plus que ça, voilà, on est amoureuse. Mon père, il m'a dit, tu sais, il y a ce qu'on veut pour notre enfant, on l'élève avec des valeurs, avec une religion, voilà, on projette des choses sur lui, et puis est-ce que notre enfant est vraiment ? Voilà. Donc c'est pas parce que tu n'es pas celle qu'on voulait que tu sois qu'on t'aime moins. En fait, nous, en tant que parents, notre amour, il est inconditionnel. Et c'est la bonne réaction qu'il a eue. En fait, je pense que tout enfant a besoin juste d'être rassuré de l'amour de ses parents. Voilà. Et il s'est contenté de me verbaliser uniquement ça. Ce que je ne savais pas à ce moment-là où on était en train de parler, je me retourne et je vois ma mère, qui en fait est dans l'entrebâillement de la porte, et qui, elle, est dans un état de choc. C'est-à-dire qu'elle est complètement figée, elle est en larmes, et vraiment, elle le vit comme un choc à ce moment-là. Donc elle, ce qu'elle m'a dit, c'est « Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Pourquoi est-ce que tu choisis de faire ça ? Quel est l'intérêt pour toi aujourd'hui de choisir d'être avec une femme ?» Pour elle, c'est un choix que j'ai fait à ce moment-là. Tu te rends compte que tu vas te faire insulter, tu te rends compte que c'est contre nature, tu te rends compte que quand la famille va apprendre ça, ça va être un enfer. Et elle me dit « Je suis ta mère, je sais que tu n'es pas homosexuel. » Alors cette phrase, elle me l'a rabâchée. Et pour moi, c'était le plus difficile parce qu'en fait, je me disais, mais est-ce que quelqu'un me connaît mieux que je ne me connais ? Est-ce que vraiment, c'est vrai qu'un parent connaît mieux son enfant ? Je me suis dit, moi, j'aime Aurore. Je la trouve fantastique, cette fille. Je suis sûre que mes parents l'adoreraient.
Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur présenter Aurore. Et la rencontre, elle a été incroyable. Ma mère a vu en Aurore, en fait, une femme hyper attentionnée, drôle, gentille. Elle s'entendait mieux avec Aurore qu'avec ses autres belles-filles et gendres. Dans les mois et les années qui ont suivi, en fait, Aurore a été totalement intégrée à la famille. Ça se passait extrêmement bien. Mais ma mère m'a dit un jour, et d'ailleurs me l'a dit plusieurs fois, tu sais, Aurore, c'est comme un membre de la famille pour moi. C'est comme un enfant de plus qui vient de rejoindre la famille. Mais je vous vois pas comme un couple. Il était hors de question qu'on s'embrasse devant mes parents. C'est-à-dire que la notion de couple était impensable pour ma mère. Mais parce que, encore une fois dans l'inconscient aussi, homosexualité égale sexualité, égale un trouble sexuel, c'est une obsession pour le sexe forcément. Donc je pense que ça restait quand même très, très fort et très présent dans sa tête. Et puis en fait, ça s'arrangeait, mais à ce moment-là, on s'est retrouvés confrontés à quelque chose que j'avais absolument pas prévu, de toute façon je pouvais plus rien prévoir à ce moment-là, c'est les manifs pour tous. Et en fait, je me suis retrouvée à avoir énormément de membres de ma famille, des cousins, des oncles et tantes, etc., qui allaient manifester contre le mariage pour toutes et tous. C'était homophobe, tout simplement. Mais une fois que le mariage pour toutes et tous est passé, ça a été un peu, je pense, tout le monde s'est dit « Ok, ça y est, on peut passer à autre chose ». Et ça nous a permis peut-être de nous rapprocher finalement, puisqu'en fait, avec Aurore, on s'est mariés en juin 2015. Moi, à mon mariage, avec Aurore, j'ai invité tout le monde. J'ai fait le choix d'inviter tout le monde, même les personnes qui étaient allées manifester. Je me suis dit pourquoi pas leur laisser le choix de prendre une décision, en toute conscience. Et la majorité a refusé de venir et c'était pas plus mal. Personne n'était là pour se montrer, on était juste tous et toutes là pour être ensemble et célébrer l'amour. Donc c'était trop bien. Moi, j'ai jamais renoncé à l'idée d'avoir une famille et des enfants. Et donc très vite après le mariage, moi j'ai dit Aurore, écoute, j'ai envie de fonder une famille. Je sentais qu'on avait l'espace, qu'on avait l'amour à donner, etc. Donc en 2016, on s'est lancé en se disant allez, c'est parti, on va faire un bébé. Et puis là, ok, comment ça se passe? Donc je cherche vraiment sur internet et je trouve qu'on a la possibilité de faire une PMA, procréation médicalement assistée. Donc on se dit on va aller en Espagne et je cherche sur internet une clinique comme on cherche à mon coiffeur. Je compare les avis clients, les prix, etc. Et puis je me lance un jour et on appelle une clinique. Et donc on a commencé notre parcours de PMA en 2017. Le premier essai était un échec, le deuxième essai a fonctionné. Donc une insémination avec un donneur anonyme espagnol. Et notre première fille est née en juillet 2018, Charlie. Donc c'est moi qui ai porté notre fille, c'était un choix qu'on avait toutes les deux. Aurore ne voulait absolument pas porter d'enfant, moi j'en avais très envie, et je pouvais le faire, donc on a fait comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Aurore, quand on a fait ce parcours de PMA, elle était très en retrait, elle avait du mal à se projeter en tant que mère, etc. Et en fait, le jour de la naissance, quand Aurore a pris notre fille dans les bras, comme elle m'a toujours dit, en fait, personne n'aurait pu me dire à ce moment-là que c'était pas ma fille, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont tout de suite créé une relation toutes les deux extrêmement fusionnelle. Et encore aujourd'hui, Charlie et Aurore, elles sont extrêmement proches. Et puis ensuite, on s'est lancé dans un deuxième parcours de PMA pour avoir notre deuxième fille qui s'appelle Billy et qui est née en juillet 2021, donc qui va avoir 3 ans. En fait, il y a une forme d'homophobie ordinaire qui s'installe et qui est présente partout où on est. On a beaucoup de questions et les questions, c'est intéressant parce qu'elles viennent souvent des enfants. À l'école, par exemple, des camarades de Charlie qui vont dire « mais il est où le papa de Charlie ?» ou « c'est qui la maman pourquoi t'as pas de papa, Charlie? Ton père, il est mort ?» Ça, elle l'entend très souvent. Charlie et Billy sont totalement au courant de leur histoire et sont totalement capables, l'une et l'autre, alors plus Charlie que Billy, qui est vraiment petite, d'expliquer comment on a fait, comment on les a faites, comment on fait un enfant quand on est 2 hommes, 2 femmes, etc. Mais par contre, en fait, ça peut être usant aussi pour des enfants parce qu'elles sont obligées de faire le coming out indirect de leurs parents quasiment tous les jours. Donc moi, je me dis, mon travail en tant que parent, c'est d'aller au-devant de tout ça, de prendre les devants et d'aller, par exemple, voir l'institutrice et d'expliquer dès la rentrée scolaire notre schéma familial, dire qu'il y a maman et mamoun, comment est-ce que nos filles ont été conçues, etc. Quand on me dit que nos filles vont manquer d'un père, moi je dis qu'on ne peut pas manquer de quelque chose qu'on n'a pas, en fait. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas vécu d'abandon. Nos filles ne réclament pas de père. Elles ont 2 parents
qui sont équilibrés, qui leur apportent amour, sécurité et soins, donc en fait juste l'essentiel. Il y a quelques années, j'ai publié un livre qui s'appelle « On ne choisit pas qui on aime », qui est sorti chez Flammarion en 2019. Et en fait, à la suite de ça, j'ai reçu énormément de messages de personnes qui se reconnaissaient dans mon parcours. Et du coup, ça m'a confortée dans cette idée qu'il y avait énormément de choses à faire, que ça pouvait aider du monde. Et puis j'ai co-créé une association qui s'appelle le Collectif Famille, qui accompagne et fait rayonner ces familles avec des parentalités LGBTQIA+. Donc on organise notamment le Family Pride Festival, qui est un festival qui a lieu chaque année. Cette année, ce sera les 18 et 19 mai à la Cité Fertile. Et c'est un festival qui a pour but de célébrer et de rassembler ces familles avec des parentalités LGBTQIA+, mais aussi de rassembler les alliés. Moi, à l'époque, ce que j'aurais aimé entendre, c'est que, effectivement, on ne choisit pas qui on aime. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, c'est l'amour, c'est notre identité. Par contre, ce qu'on peut contrôler, ce qu'on peut choisir, c'est de quelle manière est-ce qu'on vit. Et surtout aussi de se dire qu'une personne LGBTQIA+, n'est pas seule. Et ça, moi, c'est ce que j'ai réalisé ces dernières années. C'est qu'en fait, le pouvoir de la communauté, il est énorme. Pouvoir se dire, waouh, effectivement, là, je rentre d'un repas de famille à Noël, c'était affreux. J'ai pris toutes les remarques sexistes, LGBT-phobes, etc. C'était horrible. Mais en fait, j'ai une safe place à côté. J'ai des gens qui sont comme moi, différents de moi, mais qui m'aiment, qui me soutiennent. J'ai des alliés. Et ça, c'est génial de pouvoir se dire, en fait, on ne sera pas seul. Je suis fière aujourd'hui de mon parcours. En fait, je suis fière d'avoir fait ce choix-là il y a 15 ans. D'avoir été courageuse parce que c'était pas facile, d'avoir écouté mon cœur. Et c'est ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants aujourd'hui. J'ai envie qu'elles soient fières et qu'elles se disent plutôt qu'être LGBTQIA+, c'est une chance, c'est une opportunité de renverser sa vie, c'est une opportunité de tout déconstruire pour tout reconstruire de manière beaucoup plus saine et plus heureuse.